Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La France, étoile de la mer. J'ai marché en pensant à la France. Ah, vive la France, là! Voilà, la belle France. Je n'en suis pas moins français. Bienvenue dans les vraies voix responsables spéciales Made in France. 59% des Français estiment que le pays de fabrication est un critère important lors d'un processus d'achat, selon une étude réalisée par ProFrance. Et ces dernières années, les Français ont un véritable engouement pour le Made in France. Leur comportement d'achat en est la preuve, puisqu'on constate une très nette augmentation d'enseignes qui proposent des produits fabriqués en France. Et avec nous pour en parler, notre invité fil rouge, Olivier Robert, le fondateur de Sacré Français et cofondateur de l'agence Big Success. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et nos entreprises françaises, à demain, mais restez avec nous. Un fabricant de linge de lit à Nieppe, dans les Hauts-de-France. Une marque engagée qui propose une ligne 100% Made in France. Et puis le biberon français, c'est une success story hexagonale depuis 2019. Cet astucieux biberon gigogne s'est imposé comme un accessoire de puériculture qui a la cote auprès des parents. L'entreprise française Les Canapés du Vivier, née en 1840 et reprise en 2016, mise sur son savoir-faire associé à un nouveau ton et à un développement international. Bienvenue dans les vraies voix responsables, spécial Made in France. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Olivier Robert, le fondateur de Sacré Français et cofondateur de l'agence Big Success. Sacré Français, c'est une plateforme, un média justement pour mettre en valeur toutes ces grandes marques qui s'engagent et qui produisent en France. Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est comment aider toutes ces entreprises françaises, ces entrepreneurs, leur donner la parole, leur montrer, leur permettre de montrer leur savoir-faire et les aider aussi à trouver le bon ton de communication, parce que c'est pas toujours évident. Alors effectivement, il y a des études comme vous venez de la citer. Il y en a une autre qui a été faite récemment aussi par Origine France Garantie, qui était extrêmement intéressante et qui nous aide beaucoup à comprendre comment le consommateur va percevoir en fait les produits et les fabrications françaises. Olivier Robert, le Made in France, ça revient en force. Les gens, ils sont attentifs quand ils regardent l'étiquette, quand ils achètent dans les magasins. Oui, aujourd'hui on le sent. C'est post-Covid, oui, surtout. Post-Covid, oui. Évidemment, il y a une énorme prise de conscience qui a été faite à ce moment-là. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, il faut donner de la clarté. C'est ça qui est important. C'est-à-dire oui, parce que qu'est-ce que veut dire Made in France ? C'est ça le sujet. Exactement. Et ça, le consommateur s'y perd. Alors, il y a effectivement ce fameux label Origine France Garantie, qui est un label qui garantit en fait que plus de 50% de la marge du produit a été fabriqué en France. Et ça, c'est une notion extrêmement importante. C'est vrai qu'il y a différents labels. Le consommateur a un peu tendance à s'y perdre. Et donc, il faut arriver Surtout que les marques jouent un petit peu dessus. Hein, c'est ça. Oui, conçu en France, imaginé en France. Réfléchi en France, enfin on peut imaginer toutes les petites martingales qu'on appelle le franco-lavage d'ailleurs. Oui. Même parfois du franco-lavage en anglais, designed in France. Exactement. Non, c'est exactement ça. Et oui, effectivement. Et donc le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à donner et de la clarté aux consommateurs et permettre aussi à ces entreprises de communiquer le plus efficacement possible, parce que c'est un cercle vertueux. Si ils arrivent à créer de la richesse, ils vont créer de l'emploi, ils vont créer du savoir-faire et on va pouvoir les conserver. C'est surtout des TPE, PME qui travaillent avec vous ? Non. Alors ça va de la petite entreprise, effectivement. Mais par exemple, on a eu Peugeot Saveur, qui est une belle entreprise familiale, ancestrale. C'est le poivre et le sel, là, le Peugeot. Exactement. C'est ça. C'est l'entreprise emblématique d'origine de Peugeot d'ailleurs. Hein. C'était leur premier savoir-faire, le moulin. Le moulin, c'est ça, je cherchais le mot. Exactement. Et puis des entreprises comme Paraboot, qui sont aussi 4e ou 5e génération. Et puis à côté de ça, vous avez des entreprises comme le biberon français, que l'on va accueillir tout à l'heure. Certaines entreprises qui sont en pleine création, qui sont en pleine construction et qui ont besoin tout de suite de trouver de la ressource. Et de trouver un appui aussi. Vous parliez de communication, parce que comment naviguer dans toute cette communication, on le disait, dans les supermarchés par exemple, ou dans les magasins, d'arriver à sourcer une marque en se disant est-ce qu'elle est vraiment made in France ou pas made in France. C'est ça aussi qui est compliqué. Exactement. C'est en fait ce qu'il faut réussir à construire pour les marques, c'est trouver le juste milieu entre la capacité qu'ils ont à investir en communication, et on sait que ça peut être des investissements élevés, et surtout trouver le bon ton pour que ce ton soit tout de suite perçu par le consommateur, que ce soit un visuel dans un rayon, que ce soit sur le web quand on est e-commerçant, que ce soit dans un magasin, peu importe, mais il faut trouver le bon ton, et c'est la raison pour laquelle on fait travailler toutes les équipes Big Success. Olivier Robert, Cécile a parlé tout à l'heure de
la période post-Covid où on a compris comme on manquait de masques qui venaient de Chine et s'y prenaient pas l'avion, on était un peu ennuyé quand les Américains nous les piquaient sur le tarmac, par exemple. C'est du vécu, hein. On a vécu ça il y a 3 ans, enfin bientôt 3 ans, qu'on manquait de plein de choses et qu'on nous parle depuis des mois et des mois de réindustrialisation, de souveraineté industrielle, de souveraineté alimentaire. Alors l'économie, c'est plus un pétrolier qu'une Twingo, c'est plus long à manœuvrer. Est-ce que vous constatez depuis les 3 ans de la pandémie que la réindustrialisation, le vrai Made in France, repart à la hausse? Oui, clairement. On voit très bien que les initiatives se prolifèrent. On voit très bien aussi qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs engagés. Et ça, c'est une réalité forte depuis ces 2 dernières années. Aussi bien sur des reprises d'entreprises qui étaient des entreprises qui avaient un savoir-faire et qui étaient un peu déclinantes, que sur de la création, de l'innovation. Vous parlez de la souveraineté, il y a aussi la souveraineté numérique, qui est extrêmement importante en France. On a un très très gros volet numérique justement que l'on accompagne avec Sacré Français, puisqu'il y a des alternatives à tous ces Américains, principalement, et Chinois aussi, en France, pour pouvoir utiliser du numérique français. On parle de véritable engagement ou de posture pour certains, parce que est-ce que finalement, au début, on était peut-être sur une posture de dire que ça fait bien d'être made in France, d'être engagé, et on a l'impression que les nouveaux entrepreneurs, comme celui qu'on va avoir dans quelques instants, où c'est son ADN en fait. Claire, oui, c'est comme ça que ça ressent à chaque fois. Parce qu'en fait, globalement aujourd'hui, si un entrepreneur il réfléchit uniquement sur sa marge, uniquement sur son revenu, pas sûr qu'il s'engage à tout faire en France. Donc il y a un vrai engouement, une vraie volonté, c'est une vraie passion en fait. Et puis la traçabilité des produits, c'est important. Il y a aussi un engouement sur l'empreinte carbone, sur tous ces éléments-là qui sont forts, qui sont des arguments extrêmement puissants. Donc c'est clair qu'aujourd'hui c'est de la passion, c'est de l'engagement, c'est de la vraie volonté. Ouais. Olivier Robert, on dit souvent que le produit allemand c'est le produit Deutsche Qualität, hein, comme on dit, c'était une marque constructeur de voitures. Quel accent? Le produit, jawohl, Dankeschön. Le produit italien, exactement. Le produit italien, c'était plutôt le produit designé. L'image du produit made in France, c'est quoi? Alors il y a encore un vrai gros travail. L'exemple du Made in Deutschland est très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui on dit ok, j'ai acheté une voiture allemande, oui elle est 30% plus chère, mais c'est allemand. Et ça aujourd'hui ils ont réussi à faire ça. Et en France il faut qu'on y arrive. Alors il y a des univers, la gastronomie, il y a des univers comme le prêt-à-porter, le luxe. En général ça il y a pas de problème. Ça c'est français. Le vin, il y a quelques univers. La baguette, oui il y a quelques univers. Il y a certaines marques niches comme Michelin par exemple, qui est la marque française qui a la meilleure image de marque au niveau mondial. Exactement. Mais tout ça, c'est pas une marque unifiée, c'est pas juste, c'est du français, donc c'est génial. Donc le but du jeu, c'est aussi d'arriver à valoriser ça et à faire comprendre que peut-être qu'un produit est un petit peu plus cher quand il est made in France, quoique c'est de plus en plus resserré au niveau de l'écart du prix qu'on peut trouver à l'externe. Et donc aujourd'hui, il faut juste valoriser ça. Il faut que la marque made in France prenne de l'ampleur. Et comment on peut faire pour ça? C'est-à-dire que c'est l'international qui va jouer sur ça? Peut-être les exportations et ça va nous revenir. Alors, moi, je crois déjà qu'il faudrait légiférer sur le Made in France. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une vraie loi dessus qui dise qu'il y a une entreprise française n'a pas le droit de mettre le drapeau français, par exemple, sur son produit. Comme ça, les choses seraient très claires. Et derrière, ce serait beaucoup plus facile de travailler l'image Made in France du concept, en principe. Et donc, ça permettrait justement de donner beaucoup plus de valeur. Vous restez avec nous en tout cas, Olivier. Et bien sûr, avec plaisir. Olivier Robert qui est avec nous. L'émission est d'une telle qualité que j'ai envie de vous appeler Frau von Menibus. Vous pouvez. Vous pouvez, appelez-moi Majesté. Surtout. Voilà. Restez avec nous dans un instant. Une entreprise, un fabricant de linge de maison depuis plus de 70 ans qui vient de mettre en place une très 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 jolie entreprise. Ça s'appelle À Demain. Et pourquoi À Demain? Puisque quand vous êtes dans votre lit, la personne qui est à côté de lui, vous lui dites à demain. En tout cas, à tout de suite. On revient dans un instant et c'est les Vraies Voix Responsables. Bienvenue dans les Vraies Voix Responsables spéciales Made in France. Ce soir, on est ravis, en tout cas, d'être avec vous jusqu'à 20h avec Olivier Robert, qui est toujours avec nous, le fondateur de Sacré Français et cofondateur de l'agence Big Success. Et on va parler d'une entreprise. C'est l'entreprise Van der Schooten, qui est un fabricant de linge de maison depuis plus de 70 ans, 3 générations de passionnés de textile. Et la petite dernière du groupe, c'est À Demain, un fabricant de linge de lit à Nièvre, dans les Hauts-de-France. Une marque engagée qui propose une ligne 100% Made in France. On va en parler avec la chef de la marque, justement, À Demain. Audrey Cousin est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir.
Oui, bonsoir, merci à vous de nous accueillir. Bienvenue sur Sud Radio. À demain a choisi aujourd'hui de travailler dans l'atelier familial du groupe. Oui. À demain est une marque donc 100% français, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Effectivement, l'ensemble des produits sont confectionnés directement dans notre atelier de fabrication à Agnac. Et sur le reste de la production, le reste des maillons qui sont en amont de la chaîne, on travaille notamment pour le tissage dans les Vosges et pour l'impression et la teinture de nos produits, donc soit dans les Vosges également, soit dans le nord de la France, à 10 km de notre atelier. Ah oui. Donc on a vraiment l'ensemble de la chaîne de fabrication qui est fabriquée en France sur le territoire. On avait souvent dit le Nord, c'était évidemment les mines, etc. Mais c'était le textile. Oui, on sûr. disait que le textile avait disparu dans le Nord. La preuve que non, vous êtes là. Non, clairement pas, non. Il y a encore Et comment vous avez fait pour vous adapter avec la concurrence chinoise qui est déjà pas chère, mais alors quand vous parlez du Bangladesh, n'en parlons même pas. Eh bien, effectivement, on s'est adapté déjà sur le modèle économique de À Demain. On a fait le choix de distribuer exclusivement sur notre site internet, donc en direct de l'atelier à la chambre du consommateur, pour avoir vraiment un prix juste tout au long de l'année, en fait, et éviter ces intermédiaires qui polluent également et qui font gonfler les prix. Donc on est d'accord, tous des produits certifiés Origine France garantie. Exactement, on a la certification OFG, oui. Alors on parle aussi forcément quand on parle d'industrie française, de savoir-faire français. C'est aussi le rôle d'une entreprise comme À Demain de préserver des métiers authentiques. Oui, clairement, c'est la vocation de la marque de vraiment faire perdurer et valoriser ses savoir-faire. Quel type de métier, par exemple, on parle d'artisanat bien entendu, mais quel type de métier aujourd'hui ? On a des couturières qualifiées qui s'occupent de toute la confection, des finitions de nos produits. On a également des opérateurs qui sont là pour travailler sur nos semi-automates et là qui demandent un savoir-faire un peu moins spécifique en termes de savoir-faire textile. Oui. On a principalement, oui. Olivier Robert, non allez-y, c'est pour faire réagir Olivier Robert à demain. C'est vrai que on pensait tous que le textile c'était fini en France. Il y en a encore, il faut juste trouver les bons créneaux, comment vendre, pas prendre par exemple d'intermédiaires, travailler en circuit court. C'est ça le principe aussi pour faire du Made in France ? C'est exactement ça. L'idée, c'est, comme l'explique Madame, c'est que de trouver des solutions qui vont permettre d'avoir des coûts compétitifs, de pouvoir proposer une qualité irréprochable, et puis de le valoriser. Par exemple, avec la labellisation Origine France Garantie, c'est clair que ça donne énormément de crédibilité au produit. Donc c'est exactement comme ça que ça doit fonctionner. Audrey Cousin, les clients demandent aujourd'hui de la transparence sur les méthodes de fabrication, par exemple de vos parures. Pour eux, c'est très important de se dire que il y a une vraie traçabilité. Oui, bien sûr. C'est vraiment une des premières questions de nos clients et c'est ce qu'on valorise beaucoup sur notre site en détaillant vraiment l'ensemble des étapes de fabrication. Et ça rassure énormément le client de comprendre vraiment que effectivement il y a c'est de la transparence, il y a zéro greenwashing, c'est effectivement toutes les étapes sont bien faites sur le territoire. Et oui, ça rassure énormément. Et aujourd'hui, c'est une entreprise de combien de personnes ? Alors, les ateliers Vanderschoten représentent 180 personnes. Ah oui, quand même. C'est beaucoup, oui. C'est bien, c'est bien. Et sur l'atelier de confection, on est à 50 personnes qui travaillent dans l'atelier. Sur les gammes de produits, parce que ceux qui nous écoutent, ils se disent, il y aurait peut-être des cadeaux à faire à Noël, c'est peut-être le moment de... pas, Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que ces très jolies parures de lit peuvent faire plaisir. On a quoi comme matière exactement ? Alors, sur À Demain, vous retrouvez 4 matières. On a donc du coton bio, de la percale de coton, du satin de coton et du lin. On travaille à la fois donc sur le coton, qui est une vraie garantie en termes de confort, et le lin, qui est une fibre ultra locale pour le coup, et qui est aussi qui a beaucoup de vertus et qu'on essaie vraiment de valoriser. Parce que le lin est parfois méconnu en fait. Ses vertus sont parfois méconnues. Et vous parlez Alors il y a des versets, c'est intéressant, pardon, je vous coupe Philippe, mais les vertus du lin, c'est assez incroyable parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est que c'est frais l'été et chaud l'hiver en fait, c'est ça hein ? Exactement, c'est la particularité des thermorégulateurs. Donc effectivement agréable en toute saison. Et Made in France, ça a également la particularité de s'assouplir vraiment au fil des lavages en fait. Et puis vous allez avoir un tissu qui va se patiner, qui va s'adoucir vraiment au fil des lavages, au fil des nuits. Et antibactérien aussi.
Et antibactérien, exactement. Voilà. Non, mais c'est bien de le rappeler parce que C'est très moi, bien. Et en je l'ai appris, je plus, savais la pas. France est d'un des gros producteurs exportateurs de lin, notamment dans les Hauts-de-France et en Normandie. Le coton, alors on fait souvent le reproche au coton d'être une plante très gourmande en eau. Vous faites du coton bio, vous, c'est ça? Alors oui, on a une gamme de coton bio, donc effectivement qui est labellisée GOTS. Et C'est quoi GOTS? Désolé. Alors GOTS, c'est le label de référence qui garantit en fait que nos fibres sont issues de l'agriculture biologique. D'accord. D'accord. Okay. Et sur le façonnage, entre le moment où on produit, où le tissu arrive et le moment où il arrive de chez nous, en fait, ça prend combien de temps? On ne se rend pas compte finalement du temps que prend le tissage, c'est combien d'heures de travail? C'est énormément de travail en termes d'heures. J'ai du mal à vous quantifier exactement. Par contre, nous, en termes de temps de développement, moi, c'est plus de 6 mois à l'avance en fait qu'il faut que je travaille les collections. Par contre, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où on a le tissu qui est stocké chez nous, on a ensuite la souplesse et la réactivité en fait grâce à notre atelier de confection. Et du coup, on peut vraiment produire à façon les commandes. Est-ce que vous commencez à aller chercher des marchés à l'étranger, puisqu'on va battre un nouveau record du déficit commercial français cette année qui devrait allègrement dépasser les 100 milliards d'euros? Alors, c'est pas encore dans les axes de développement de la marque sur le court terme, mais bien sûr, un moyen long terme, ce sera une de ses ambitions, oui. C'est un marché très concurrentiel, ce marché du linge de maison made in France. Oui. Alors, le marché du linge de maison au sens large, oui, bien évidemment. Le marché du linge de maison made in France est pour le coup bien moins concurrencé parce qu'on a pas mal d'acteurs qui proposent des produits qui sont uniquement confectionnés en France. Mais là, nous, notre vraie valeur ajoutée, c'est vraiment d'avoir un circuit qui est 100% fabriqué, qui est 100% réalisé sur le territoire français. Et ça, c'est une grosse différence parce qu'on a effectivement de nombreux acteurs qui sont positionnés sur la confection, mais très très peu sur toute la chaîne de production en fait. Merci beaucoup Audrey Cousin d'avoir été avec nous. On vous dit pas demain, mais le cœur hier. Merci, au revoir. Merci à vous. Cette jolie marque à demain. Merci d'avoir été avec nous. À suivre un autre acteur. Vous avez des enfants en bas âge. Et cette entreprise peut vous intéresser. Ça s'appelle le Biberon français et c'est canonissime. Restez avec nous, on revient dans un instant. C'est les vraies voix responsables, Made in France, jusqu'à 20h. À tout de suite et bienvenue sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et on est effectivement les vraies voix responsables avec nos invités aujourd'hui. On parle de Made in France avec Olivier Robert, le fondateur de Sacré Français et cofondateur de l'agence Big Success. Et puis on va parler de cette entreprise, le Biberon français, ce 100% Made in France qui a pour vocation de grandir, comme il dit, avec son propriétaire. Une attention toute particulière a été portée à la conception de ces produits qui sont tout simplement uniques au monde. Et on vous explique pourquoi tout de suite avec Benjamin Baoun qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes fondateur du Biberon français. Alors, ma première question est de vous demander, mais d'où vous vient l'idée, effectivement, de cette entreprise française? Elle a forcément une relation avec votre vie, votre intime? Exactement. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Bonjour à tous. Écoutez, Bonsoir. Le point de départ, ça a été un voyage avec ma femme et mon premier enfant. On est parti en Italie, on a trimballé un sac rempli de biberons et on s'est dit, c'est pas possible, ça prend trop de place. On est en train de payer un billet d'avion à des biberons qui prennent que du vide. Oui. Et du coup, le point de départ, ça a été de créer des biberons qui s'empilent les uns dans les autres. Donc là, ce que vous voyez, ce sont 3 biberons. Gigogne. Et il fallait absolument gigogne, donc qui rentrent les uns dans les autres. Et donc, si on les démonte, on voit qu'il y a maintenant, on a économisé l'espace de 70%. Et donc, on a fait une petite étude. On a découvert que la majorité des parents prenaient 3 biberons au démarrage. Et donc, on s'est dit, on va en empiler 3 les uns dans les autres. Et puis, dans le train, je me suis dit, mais quelle trilogie on va pouvoir bien créer parce que par leur transparence, on arrive à voir à l'intérieur les messages qu'il y a dedans. Et je me suis dit, notre premier biberon, il va s'appeler Liberté, Égalité, Fraternité. Et évidemment, on va le fabriquer en France. Ah oui. Non mais on est tous à avoir plein d'idées, mais entre l'idée et finalement la mise en action, vous faisiez quoi avant? Ça vient d'où? On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Il s'est passé un truc quand même.
Écoutez, moi j'ai été entrepreneur très très jeune, mais je venais d'un autre métier complètement. Je suis audioprothésiste et ingénieur acousticien. Ah donc oui. j'avais très jeune mes centres d'audioprothèse que j'ai développés, que j'ai vendus à un grand groupe. Oui. Et mon passe-temps à moi, c'était de développer des brevets. Donc mon point de départ, c'était absolument pas de me lancer dans la fabrication, D'accord. mais c'était de protéger cette idée. D'ailleurs, lors de ce voyage en Italie, j'avais dessiné sur le petit calepin oui de mon fils le premier biberon. J'ai été voir une école d'ingénieurs française qui sont les gars des arts et métiers. Les étudiants des dernières années m'ont aidé de passer de l'idée au concept et je l'ai protégé. Et ensuite, j'étais le protégé évidemment par un brevet et puis le proposer à des industriels. Et tout le monde m'a dit, mais c'est super, c'est génial, c'est formidable, mais revenez nous voir quand le produit existe. Voilà, c'est ça. Un produit. Et vous êtes vraiment en production locale, 100% en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque la tétine est fabriquée à Saint-Vidal, c'est dans la Haute-Loire, et la bouteille est conçue près de la Plastique Valais, près d'Oyonnax, c'est ça, Oyonnax. à Géovresset, je crois, c'est ça? Exactement. C'est vous qui avez investi dans les machines ou comment ça s'est passé? D'abord, je vais nommer ces deux belles entreprises qui sont CVA pour les tétines en silicone, qui est un fleuron de l'industrie silicone française pour tout ce qui est l'environnement médical, et Buatier, qui est une très très belle boîte qui fabrique énormément de produits pour la périculture. Et donc, lorsqu'il a fallu que je produise, moi, j'y connaissais rien. Imaginez-vous demain devoir vous lancer dans un domaine où vous connaissez absolument rien. Et donc, je me suis fait accompagner par un type formidable qui était l'ancien directeur technique d'une boîte française. Il m'a dit, je vais t'amener chez les meilleurs. Et il m'a donné la main pour m'accompagner pour le développement de ce produit. Oui. Et ça a été très difficile de développer le produit. Et je dois dire que si on n'avait pas fait le choix de fabriquer en France, aujourd'hui, ce produit n'aurait pas vu le jour parce que le nombre de retouches, de problèmes, le nombre de fois où j'ai dû aller moi-même et avec ce monsieur qui m'accompagnait dans les usines pour comprendre, corriger, améliorer. S'il avait fallu, en tant que jeune entreprise, aller faire ça ailleurs, comme par exemple en Asie, aujourd'hui, le projet n'existerait absolument pas. Olivier Robert, quand on entend ça, quand on entend ce parcours qui est formidable, génial, on se dit qu'on a besoin d'accompagner justement ces entreprises et donner, parce que quand vous écoute Benjamin, on a envie de faire la même chose que vous. Donc ça donne aussi, ça crée aussi des vocations, j'espère. Exactement. On a presque envie d'avoir à nouveau des enfants, même à plus de 50 ans. Hein, Ah oui, vous croyez? Pas sûr. Pas sûr. Faites-en. C'est pour le chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, l'entraînement est agréable. On en reparlera. Ouais. Alors, il y a un élément important, c'est que on vient de voir là une innovation. Et l'innovation, c'est vraiment un sujet phare dans le Made in France, parce que ça, aujourd'hui, il y a des innovations partout. Donc, clairement, c'est clair que ça donne envie de produire, ça donne envie d'investir, ça donne envie d'entreprendre. Et c'est une des raisons pour lesquelles, sur Sacré Français, j'ai voulu donner la parole à ces entrepreneurs pour que ça crée aussi cette émulation. Et finalement, le mieux, c'est quand c'est surtout eux qui en parlent. Bien sûr. Et on va en parler justement, Benjamin. Baoun, il y a une récente étude qui a été menée à l'université de New York qui a dévoilé que les selles de bébé contenaient 10 fois plus de microplastiques que celles des adultes. Et vous avez trouvé une solution ou une méthode justement pour éviter ce genre de problème? Alors, disons qu'on a eu un peu de bol, mais en tout cas, la chance est audacieuse. C'est-à-dire que nous, il fallait absolument que cette matière elle soit très transparente pour que l'on puisse voir les uns dans les autres les biberons embriqués. À chaque fois, on a des histoires de 3, on a plein de collections de 3. On les vend un par un, on les vend par 3. Mais donc, du coup, on a choisi une matière qui est extrêmement coûteuse, qui s'appelle le copolyester. Et c'est une matière qui est très transparente et très inerte. C'est-à-dire qu'elle ne relâche, ni elle ne capte l'odeur et la couleur des aliments, ni elle relâche de microparticules plastiques dans le lait des bébés. Et nous sommes la seule matière à proposer ça aujourd'hui sur le marché, si bien que on ne libère pas de microparticules plastiques. Et on est très content de ça. Et en même temps, la matière première, on la paye 6 fois plus cher que le polypropylène qui compose 95% des biberons sur le marché. Mais on parle du coup, pardon ? Mais on parle souvent des problèmes des plastiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc vous, le copolyester ne contient pas de perturbateurs endocriniens ? Alors, il y a deux choses que nous n'avons pas, c'est que nous sommes BPA jusqu'à Z-free, c'est-à-dire qu'on n'a aucun bisphénol chez nous. Le BPA, il n'y en a chez personne parce que c'est tout simplement interdit par la norme française. C'est le bisphénol A, c'est ça ? Là, je vous ai perdu, je ne sais pas ce que vous dites là. Expliquez-nous. Il n'y a pas de quoi ? Le bisphénol A, qui est une substance qui a été interdite il y a une dizaine d'années en France et qui est donc rigoureusement interdite dans tous les biberons, donc ce qu'on appelle le BPA. Mais chez nous, il n'y a pas de BPS, pas de BPF, pas de BPB. Et si demain on trouve un BPZ, on n'a pas non plus parce qu'il n'y a aucun ajout dans notre matière. Du coup, nous avons une matière qui ne contient aucun perturbateur endocrinien, une matière qui ne relâche pas de microparticules plastiques.
et une matière qui ne capte ni l'odeur ni la couleur des aliments, si bien que ça en fait un des produits les plus durables qui existent au monde aujourd'hui. Et on a par exemple un partenariat avec Stella McCartney, qui est la papesse, qui a été la première à parler de sustainability, c'est-à-dire de durabilité des produits, du fait qu'il faut arrêter d'acheter, de jeter, d'arrêter de jeter. Et on a plusieurs collaborations avec elle, mais avec d'autres marques aussi. Et du coup, notre produit il est tellement durable qu'on est en train de lui développer d'autres applications, comme par exemple ce capuchon gourde qui transforme n'importe quel biberon en gourde. Ouais. Donc, lorsque l'enfant grandit, ou même lorsque maman ou papa veulent aller au sport, au yoga ou au karaté, eh ben, le même flacon peut avoir d'autres utilisations. C'est ce qu'on appelle le upcycling. Exactement. Voilà. Notre idée, c'est d'arrêter d'acheter, de jeter, mais d'acheter moins pour acheter mieux, des produits que l'on garde beaucoup plus longtemps et à qui on trouve d'autres applications, et de recycler en fin de vie. Et donc, cerise sur le gâteau, eh ben, même économiquement pour les parents, ça finit par être moins cher parce qu'on ne jette pas tous les 8 mois un biberon qui sont très mauvais. Et je vais vous rappeler de vieux souvenirs, les stérilisations du lait de bébé. Vous parliez des biberons qui prenaient de la place dans les valises. Le stérilisateur s'en prenait pas mal non plus. Comment ça se passe pour stériliser vos biberons? Alors, évidemment, les biberons on sait que vous avez du vécu, hein. Ah ouais, bien sûr, les biberons sont stérilisables, bien sûr. On peut les bouillir jusqu'à 100 degrés pour éliminer toutes les impuretés. Oui. Mais aujourd'hui, la majorité des pédiatres s'accordent à dire que c'est plus tout à fait utile, notamment en Occident. Alors, je dis pas que peut-être il y a des endroits ou des pays dans lesquels il y a des microbes un peu difficiles et qu'il faudrait tout de suite les éliminer. Mais aujourd'hui, la majorité des pédiatres ne conseillent plus particulièrement la stérilisation des biberons. Pourquoi j'ai lu sur vous, enfin sur vous, pas sur vous, mais en tout cas sur l'entreprise, que ces biberons étaient... Ne vous inquiétez pas, il n'a pas de dossier sur vous. Hein. Anticoliques. Alors, évidemment, la partie principale d'un biberon, c'est ce qui fait qu'un bébé va l'accepter, va l'aimer, va le prendre, et puis surtout qu'il fera moins de coliques, c'est la tétine. C'est la partie la plus importante. Nous avons une des tétines qui est les plus souples au monde, donc qui est hyper bien acceptée par les enfants lors de la transition entre l'allaitement au sein maternel vers la biberonnerie. Des tétines avec 3 débits différents, donc il suffit tout simplement de tourner pour donner plus ou moins vite à manger à son enfant. Les petits gloutons, il faut parfois les ralentir, et puis les bébés qui s'endorment dessus, il faut un peu accélérer. Mais surtout, on a un système anticolique breveté à l'intérieur de la tétine. C'est d'ailleurs l'entreprise CVA qui l'a breveté, et nous payons des royalties pour ça, pour éviter que le bébé prenne trop d'air lorsqu'il mange et qu'il soit dérangé par des coliques. Parce que les coliques peuvent être de deux natures, ça peut être dû au biberon, et donc nous, ce n'est pas dû à ça. Oui. Nous, on n'en produit pas, en quelque sorte, des coliques par l'utilisation de nos biberons, mais certains bébés ont d'autres raisons pour des coliques, immaturité de l'estomac, allergie à certains produits, et ça, le biberon n'y est pas absolument pour rien. Et vous vous développez à l'international, vous avez déjà plus de 200 points de vente en France, c'est ça? On est à plus de 1000 et quelques points de vente en France. Ah oui. Et à l'international, on est dans plus de 200 points de vente. On est distribué au Japon, on est distribué en Corée, on est distribué aux États-Unis. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en Japon, on vend du Made in France, liberté, égalité, fraternité. C'est une véritable fierté. On trouve ça assez rigolo, d'ailleurs. Vous pouvez nous le dire en japonais Pardon? Vous pouvez nous le dire en japonais, liberté, égalité, fraternité? Non, ils savent pas le prononcer. Ils savent tellement pas le prononcer qu'on a dû simplifier un peu notre logo pour passer sur le BF, parce que sinon, ils n'arrivent pas, à le dire. Mais par contre, on ne se rend pas toujours bien compte en France à quel point la France est désirable à l'international. Ouais, les gens aiment le Made in France, aiment la qualité. On a sorti une collaboration avec la marque Chloé, un biberon qui est vendu exclusivement par Chloé dans toutes ces boutiques de luxe à travers le monde. On a des collabs avec la Marine nationale française, on a des collaborations avec Bonton, on a des collaborations avec Soledad Bravi, une illustratrice qui nous fait des très très beaux dessins. Et c'est extraordinaire. Voilà, tout ça raconte le chic à la française. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce biberon, biberon français, est unique au monde? Oui, il est unique au monde pour toutes les raisons que je vous ai citées. Bon, évidemment, le Made in France, on est trop peu à fabriquer en France aujourd'hui, mais peut-être que ça va générer des vocations. Des biberons qui captent ni l'odeur ni la couleur, qui libèrent pas de microplastiques, qui sont gigognes, avec une tétine qui est une fusée, tellement elle est performante par sa vitesse, par le confort et le système anticolique. En fait, nous, notre focus, c'était absolument pas de faire moins cher, c'était de faire le mieux que l'on pouvait, en partant du principe que pour son enfant, rajouter 2 ou 3 euros, c'est pas un sujet, mais qu'on essaie de lui proposer le mieux que l'on peut. Et si en plus, ça peut être un peu chic, un peu sympa en termes de design, et ben c'est peut-être ça la French Touch, c'est de rajouter ce petit plus qui fait l'envie dans le monde entier. Benjamin Baoun, est-ce que vous êtes un homme heureux? Parce que mais ça se voit quand même un peu. Je suis heureux parce que je suis bien marié, que j'ai 2 gosses sympas et qu'une vie sans emmerde, c'est déjà une vie avec beaucoup de bonheur. On est sûr que c'est un plaisir pour les bébés de boire dans des biberons de chez vous. Hein. Oui, c'est un vrai chic à la française. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci, embrasser toute cette petite famille en tout cas grâce à qui. Ils ont grandi, hein. Ah bah oui, ils ont grandi maintenant. Il faut en faire un 3e pour le chiffre d'affaires alors. Ouais.
fondateur du biberon français, une très jolie marque qu'on aime beaucoup et dont on est très très fiers. Vous restez avec nous dans quelques instants. Une autre histoire, une très jolie entreprise aussi, chic et décontractée à la française. Vous savez ce que c'est? On va vous parler des canapés du Vivier Canapé. Très 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 jolie marque française qui, c'est pareil, irradie à l'international. Et on en parle dans un instant. Merci d'être avec nous et c'est les vraies voix responsables jusqu'à 20h. Les vrais voix responsables spécial Made in France sur Sud Radio. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et nous sommes toujours avec notre invité Olivier Robert qui est le média. Ça s'appelle Sacré Français. Vous pouvez aller voir. Il y a une plateforme Sacré Français. On peut aller voir effectivement tous les clients et tous les Made in France. Olivier. Et puis on va parler de cette entreprise qui a 180 ans d'histoire, le chic décontracté à la française. C'est la marque du Vivier Canapé qui est un fabricant français haut de gamme qui rayonne à l'international. Et grâce à un ancrage territorial fort, l'entreprise préserve des métiers presque uniques. On va en parler avec le big boss, le grand patron. Aymeric Dutoit est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes avec nous? Bonsoir. Bonsoir, je vous avais pas entendu. Donc 2016, vous, c'est une histoire aussi assez sympathique puisqu'en 2016, vous prenez la décision de reprendre une entreprise et votre expertise dans l'ameublement fait que peut-être vous vous tournez vers du Vivier Canapé. Oui, j'ai toujours souhaité avoir ma propre entreprise et j'ai attendu 50 ans pour réaliser mon rêve et reprendre cette belle endormie. Et c'était une entreprise qui vivotait à l'époque ou dans quel état vous l'avez récupérée? Disons que le meuble en France est un secteur qui a pas mal souffert depuis les années 2000 et puis ensuite lors de la crise de 2010. Et puis mais dans l'entreprise, il y avait des grands savoir-faire et c'est sur ces savoir-faire que je me suis appuyé et que je m'appuie aujourd'hui pour redévelopper nos activités. Alors, on rappelle quand même le label, Philippe, le label entreprise du patrimoine vivant en 2006, ce qui est quand même assez hallucinant. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent? À quoi ça correspond? Le label entreprise du patrimoine vivant est un label décerné par le ministère de l'économie et des finances, qui démontre un peu les savoir-faire exceptionnels que l'on souhaite conserver sur le territoire national. Donc, il va saluer d'abord l'histoire de ces savoir-faire, les efforts qui sont mis en œuvre pour entretenir et acquérir ces savoir-faire, ainsi que le rayonnement à l'international. Vous avez combien de salariés? 70 personnes chez nous, dont 45 artisans. 45 artisans. Vous avez un site ou plusieurs sites de production? Alors, il y a 2 sites, puisqu'il y a deux ateliers principaux, que sont l'ébénisterie, qui se situe à Lussac-les-Châteaux, et la sellerie à Husson-du-Poitou. Nous sommes dans le sud de la Vienne, et on a un projet extrêmement structurant, puisque nous sommes en train de finaliser la construction de l'ébénisterie près de la sellerie pour rapatrier les métiers et les faire travailler ensemble. Et baisser les coûts de transport? Alors, 25 km, c'est pas des grands coûts de transport, non. Ce qui est important surtout, c'est de réunir les équipes et faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Parce que si 25 km, c'est proche, ça crée souvent 2 entités, 2 entreprises qui communiquent pas suffisamment. Et l'avenir de nos produits se situe dans la capacité que nous aurons à réunir ces métiers et à continuer à entretenir et à acquérir de nouveaux savoir-faire. Ce qui est important dans les entreprises telles que la vôtre aussi, forcément, c'est le sur-mesure, c'est la flexibilité de l'entreprise. Oui, extrêmement. Il faut être extrêmement agile puisque on le voit dans les crises qui se succèdent. Les 3 dernières crises qui se sont succédées, c'est aussi une capacité à s'adapter, que ce soit pour le dirigeant ou pour les différentes personnes qui composent l'entreprise. Et je pense notamment aux artisans qui s'adaptent au quotidien. Alors là, avec vous, on parle pas de qualité, on parle même d'excellence. Forcément, donc l'international s'est ouvert à vous extrêmement largement. Et d'ailleurs, la Corée du Sud vous a commandé il y a à peu près 2 ans une énorme commande. Alors on se dit, mais comment la Corée du Sud peut venir chercher un entrepreneur français? L'idée, elle est géniale. Et racontez-nous l'histoire parce que moi, ça m'a fasciné. Alors, vous avez raison, c'est une affaire importante. On se situe à Busan, qui est la 2e ville de Corée du Sud, sur la mer, et qui, construisant des immeubles très hauts, puisqu'il s'agit d'une tour de 101 étages, a décidé de
de commercialiser des appartements équipés dans le domaine du luxe. Et pensant luxe, les acteurs, donc ce promoteur a décidé de faire appel à un fabricant français. Probablement l'une des principales motivations de ce promoteur était d'acheter en France des canapés et des fauteuils de luxe. Et on a donc équipé 560 appartements avec 560 canapés et un peu plus de 1200 fauteuils. Ça fait combien ça a été réalisé en... Pardon ? Pour rêver, ça fait combien de containers ? Alors, ça fait une quarantaine de containers. En 40 pieds qui ont été livrés sur 4-5 mois. Ah oui. C'est une très belle affaire. D'ailleurs, nous avions des Coréens qui étaient présents en permanence chez nous pour réceptionner les produits et s'assurer que la qualité attendue était présente. Donc, nous avons eu des Coréens présents pendant plus de 3 mois. Et à chaque fois, on chargeait les containers et ils partaient directement pour la Corée. Et le dernier container a été livré quasiment à la veille du démarrage de la pandémie. Ah oui, bon timing. Oui, très très bon timing. Oui, j'avais une question. Vous avez la sellerie et le bois. Vous travaillez le bois français et le cuir français ? Oui, on travaille le bois français avec le hêtre massif, le chêne massif, mais aussi quelques bois qui proviennent... On travaille par exemple le noyer US. Et en cuir, on travaille beaucoup avec la tannerie, une remarquable tannerie qui est la tannerie Rémi Caria, qui se situe dans la même région que nous, puisqu'elle est à Espelette. C'est l'une des dernières d'ailleurs, tannerie française. Exactement, une des dernières tanneries françaises à travailler pour l'ameublement, qui fait des cuirs remarquables et qui travaille pour une grande partie de l'industrie du luxe. Mais aussi du tissu, parce que c'est pareil, vous travaillez aussi avec des fabricants français de textiles comme Pierre Fray ou la Toile de Mayenne ici aujourd'hui, qui sont aussi à l'international très recherchés. Oui, aussi Métaphore, qui est un éditeur fabricant de tissus. Ce sont en général, on aime bien collaborer avec des entreprises qui sont également entreprises du patrimoine vivant, qui partagent le même label que nous. Et c'est, je crois, on parle souvent du Made in France comme étant un aspect un peu galvaudé, c'est-à-dire que finalement c'est assez simple de dire qu'on fabrique ses produits en France. Il suffit parfois de donner le dernier coup de vis ou les emballer. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui, c'est ça. Et on met une étiquette. Et vous avez également le label entreprise du patrimoine vivant qui lui veut vraiment dire qui nous sommes, puisque ça veut dire que vous entretenez sur le territoire national et dans nos terroirs des savoir-faire. Donc c'est beaucoup plus fort que n'importe quel label puisque c'est vraiment le fait d'entretenir et de prolonger et de transmettre ces savoir-faire sur le territoire. Alors pour nous faire rêver, vous avez forcément des clients illustres à l'étranger qui aujourd'hui dont vous pouvez parler et qui nous permettraient en tout cas d'être encore plus fiers de cette jolie marque. Alors oui, notamment, alors on peut pas parler de tout le monde, mais je vais vous citer au moins un, c'est le groupe Beneteau, pour qui nous fabriquons pour les plus grosses vedettes du groupe Beneteau, c'est-à-dire la gamme Prestige. Nous fabriquons des canapés qui viennent équiper leurs vedettes, qui sont finalement des lofts flottants, et sur lesquels le niveau de gamme et le niveau de qualité des produits qui sont installés sont à l'image de leurs propres produits, c'est-à-dire qu'on se situe sur le très haut de gamme et le luxe. On parle savoir-faire français, on parle aussi artisanat, mais il y a aussi de l'innovation chez vous, puisque vous avez mis en place une application de réalité augmentée. Donc ça veut dire que on achète un canapé et on peut le voir chez soi alors qu'il n'est pas encore chez soi. Oui, on a mis en place cette application, ainsi que sur le site internet, la capacité qu'a le particulier à se projeter, puisque c'est toujours très difficile d'imaginer comment va être son intérieur une fois équipé d'un nouveau salon. Et c'est l'occasion qui est faite grâce aux nouvelles technologies de pouvoir configurer son produit, de choisir son produit, de le configurer, de choisir les dimensions, de composer son intérieur, de choisir les revêtements, les coloris, puis de le projeter en réalité augmentée grâce à cette application. Olivier Robert, le mot de la fin, justement, quand on voit ces entreprises-là, c'est vraiment le rayonnement de la France et il faut que ça crée des émules. Exactement. Et quelle bonne idée d'avoir repris cette entreprise.
Là, les exemples sont forts et les résultats aussi. Oui, c'est une évidence. Et ça, aujourd'hui, je voulais vous donner une petite info intéressante sur le fait de pouvoir créer en France. Aujourd'hui, il y a une solution qui s'appelle la source française. Si vous avez une idée, vous pouvez aujourd'hui aller sourcer des produits français qui vont vous permettre de réaliser le produit que vous voulez créer. En tout cas, merci beaucoup, Aymeric Dutoit, d'avoir été avec nous, directeur général, grand patron de Duvivier Canapé. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Olivier Robert, de Sacré Français, et puis cette belle agence Big Success. Merci beaucoup, Philippe David. Merci Cécile, on se retrouve demain à 17h avec les vraies voix. Tout de suite, Stéphane Moller, conseil de famille. Ensuite, dans le loft, Yvan Cujoux reçoit Amaury Vassili. Salut, à demain.